C'est bon. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes à cette conversation de recherche consacrée à l'Afrique face au vieillissement annoncé de sa population et quels en sont les enjeux pour les politiques publiques. Je précise que cette présentation, qui va nous être faite à deux voix, voire à plusieurs voix par la suite, lors des questions-réponses. Cette présentation se fait en amont de la publication dans quelques semaines d'une publication aux éditions AFD qui rassemblera dans un document synthétique et analytique les éléments qui vous seront partagés en partie aujourd'hui. La présentation fait aussi écho à un travail de recherche qui a été fait par et à l'INED avec la contribution et la collaboration de jeunes chercheurs et chercheuses du Sud, d'Afrique. Pour des raisons de praticabilité, les deux intervenantes principales de cette présentation seront Géraldine Duthé, directrice de recherche à l'Institut national des études démographiques, spécialiste des enjeux de mortalité et de santé, et dans une seconde partie par Jasmine Laurel Kaou Nzulwem, qui est géographe, qui est docteur, qui est géographe, qui enseigne à l'université de Ngawendere au Cameroun et dont la spécialité est plutôt sur les enjeux de vulnérabilité, de conditions de vie des personnes âgées. Avant de leur laisser la parole, je vous rappelle quelques règles d'usage à votre attention, chers participants et participantes, auditeurs, auditrices. C'est que si vous voulez poser vos questions, alors je vous conseille de les poser dans la petite partie en bas à droite de votre écran qui s'appelle Questions, sur l'onglet prévu à cet effet, et de ne pas utiliser a priori le chat, mais plutôt l'onglet Questions. Voilà, la structure de cette présentation se fera en 2 temps ou 3 temps. Le premier sera consacré donc à une présentation par nos deux intervenantes d'une quarantaine de minutes. Je reprendrai la parole pour peut-être poser une ou deux questions. Puis, parole sera donnée à la salle, à l'attention des deux intervenantes, voire des intervenantes autres qui ont été étroitement associées à ce travail de recherche au sein de l'INED. Voilà, je vais donc maintenant passer la parole à Géraldine Duthé pour lancer cette présentation, et je vous remercie de votre attention et je remercie surtout Géraldine, Jasmine et tous les autres collègues pour votre présence aujourd'hui. Voilà, la parole est à vous, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Serge, et merci à l'AFD de nous donner cette possibilité de vous présenter aujourd'hui ce projet. Donc ce séminaire, cette conversation de recherche qui s'intitule l'Afrique face au vieillissement annoncé de sa population, avec quels sont les enjeux pour les politiques publiques. Donc, comme Serge vous l'a dit, nous sommes deux à intervenir, mais nous sommes bien plus nombreux dans ce projet-là, puisque ça a aussi impliqué Valérie Golaz et Cécile Lefebvre, donc à l'INED et puis à l'Université Paris-City. Karim Ouattara, qui est assistant de recherche à l'ISSP au Burkina Faso, et Ritourani, qui est doctorante et également chargée d'études à l'INED dans le cadre de ce projet-là. Alors, je ne peux plus cliquer. Ah voilà, si c'est les jeux. Donc, pour juste un rappel bref de cette présentation avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est un projet, on vous présente les résultats des 2 premiers volets de ce projet qu'on a mené en partenariat à l'AFD et l'INED autour de ces enjeux de vieillissement. Donc avec plusieurs volets, donc Jasmine qui a pris en charge le volet sur les protections sociales et politiques publiques, un volet sur lequel a travaillé Karim Ouattara sur les statistiques sanitaires, et enfin un dernier volet qu'on ne présentera pas aujourd'hui puisque c'est toujours en cours, qui est pris en charge et exploité par Ritourani sur une question émergente de santé autour des questions de pollution domestique dans les ménages et des impacts que ça peut avoir sur la santé des personnes âgées en Afrique.
Alors, pour revenir donc sur la présentation aujourd'hui, donc l'introduction va commencer déjà pour vous présenter les grandes lignes de ce qu'on appelle le vieillissement en Afrique. Enfin, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, je pense que vous connaissez quand même bien les grandes lignes, mais c'est toujours bien de revenir sur les chiffres. Donc, c'est un vieillissement qui est amorcé ou annoncé, hein, donc selon les pays, sous l'effet conjugué de la baisse de la fécondité, de l'allongement de l'espérance de vie en particulier. Et on a des situations qui sont très contrastées, comme vous le verrez, selon les régions du continent. Donc cela soulève forcément des enjeux majeurs parce que les populations des personnes âgées, c'est une population dite vulnérable face à la pauvreté, la question de l'isolement, mais aussi à la santé, de son accès limité aux soins. Donc ce sont des thématiques qui sont souvent abordées quand on traite de la question des personnes âgées de manière générale et puis en Afrique en particulier. Et puis aussi, c'est important parce que les personnes âgées doivent toujours compter, en l'absence de politique publique, essentiellement sur les solidarités familiales et donc aussi sur les enfants. Donc ça a des inerties et des interactions aussi sur d'autres dynamiques démographiques, comme par exemple la fécondité. Donc pour tout cela, pour toutes ces raisons-là, on a vraiment un besoin de mise en place de politiques publiques. Mais pour ce faire, donc on est à différents... Ah, il y a une petite coquille dans la diapo. Donc, on a besoin de connaissances en matière des enjeux de ces populations. On a besoin d'informations aussi pour pouvoir mettre en lieu l'élaboration de politiques et puis ensuite de les suivre et de les évaluer. Donc, tous les pays ne sont pas au même stade, qui sont donc en fonction des pays, en fonction des régions du continent, on va le voir, à des stades différents du vieillissement et donc qui résultent de ces différentes situations démographiques et économiques et donc en découlent aussi des différences en termes de politique. Donc, quelle dynamique démographique en Afrique? Donc, on sait hein, que la croissance est très forte sur le continent, c'est la plus forte parmi toutes les régions au monde. Mais ceci étant, elle est très contrastée selon les régions. Donc, par exemple, l'Afrique australe donc, connaît la croissance la plus lente de tout le continent, puisqu'on compte actuellement, on estime actuellement, d'après les estimations des Nations Unies, plus 0,9% par an d'augmentation de la population. Sur la région, ce qui est assez proche de la moyenne mondiale qui aujourd'hui est à 0,8%. Donc les taux de croissance sont plus élevés dans les autres régions, mais ils sont de 1,6% en Afrique du Nord, 2,5% en Afrique de l'Ouest et de l'Est, et là où c'est le plus élevé, c'est en Afrique centrale actuellement avec 3% d'accroissement annuel de la population. Donc, le premier moteur de la croissance, c'est la question c'est la fécondité. Donc, c'est un moteur de la baisse de la croissance, je vais plutôt dire comme ça. Mais surtout, c'est un moteur aussi du vieillissement de la population. Donc, le vieillissement de la population, ce qui fait vieillir la population en premier lieu, c'est pas tant la mortalité, c'est pas tant la baisse de la mortalité, c'est surtout la baisse de la fécondité, puisqu'on a moins d'enfants qui naissent et donc ça fait en proportion plus de populations plus âgées. Et donc, quand on voit par région sur le continent, donc actuellement, on estime qu'il y a à peu près 4 enfants par femme en moyenne sur l'ensemble du continent, avec des grandes diversités. Hein. Donc, en Afrique australe, par exemple, la fécondité est déjà en dessous de 3, elle est à 2,4 enfants par femme en moyenne, contre 5,5 enfants par femme en Afrique centrale, ce qui explique d'ailleurs sa forte croissance démographique. Et puis, les projections de 2050 montrent aussi qu'on pense qu'on va avoir une baisse globale de la fécondité et que donc sur l'ensemble du continent africain, en 2050, on devrait avoir moins de 3 enfants par femme en moyenne. Et c'est moins de 3 enfants en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord et en Afrique australe qui devraient atteindre à peu près les 2 enfants par femme en moyenne. Donc, seulement 2 régions de l'Afrique centrale et de l'Ouest devraient continuer à être au-dessus de 3 enfants par femme. Alors, le deuxième ressort de ce vieillissement, c'est la hausse de l'espérance de vie, puisqu'avec l'allongement de l'espérance de vie, une fois que la baisse de la mortalité des enfants est opérée, puisque ça a plutôt un effet un peu contraire, parce que ça peut rajeunir aussi une population du fait qu'il y a plus d'enfants qui survivent aux jeunes âges, mais à partir d'un certain seuil, on a effectivement un vieillissement de la population, au sens où il y a plus de personnes âgées dans la population. Et cette espérance de vie, même si elle est encore très faible en Afrique, elle est beaucoup plus faible qu'ailleurs, hein, elle est à 10 ans de moins que la moyenne mondiale, à 62 ans aujourd'hui. Elle a tout de même connu une forte augmentation dans les dernières décennies, elle devrait continuer à progresser.
Donc, en Afrique du Nord, actuellement, on a une espérance de vie qui est déjà de plus de 70 ans à la naissance. Et on estime qu'en 2050, ce sera le cas aussi en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Sachant que l'espérance de vie est encore assez faible et très faible en Afrique centrale et de l'Ouest, autour de 60 et même en dessous de 60 ans d'espérance de vie actuellement. Alors, donc forcément, tout ça a des impacts sur la structure de la population par groupe d'âge. Et donc, en termes d'effectifs, c'est ce que donc on sait qu'il va y avoir un gonflement de cette population des personnes âgées. Alors d'abord en effectifs, ça c'est certain. Aujourd'hui, on estime que sur le continent africain, en 2022, on a 78 millions de personnes qui sont âgées de plus de 60 ans. Et ce chiffre devrait presque tripler puisqu'on devrait atteindre 215 millions d'ici 2050, donc ce qui est quand même pas très, très éloigné de nous. Alors, c'est des chiffres qui vont augmenter entre x2, x3 donc dans les prochaines décennies. En proportion, ça ne va pas augmenter tant que ça sur l'ensemble du continent, de fait de la croissance démographique, de la fécondité, comme je vous disais. Mais on va avoir, de fait, en Afrique du Nord et en Afrique australe en particulier, une proportion relativement conséquente de population âgée, autour de 16% en 2050, sachant qu'aujourd'hui, on compte seulement 5,5% de la population qui a de plus de 60 ans actuellement. Alors, la part des femmes dans la population âgée, c'est une part qui est relativement majoritaire. En général, on compte toujours plus de femmes que d'hommes chez les personnes plus âgées parce que la mortalité est plus faible chez les femmes. Elles survivent plus longtemps. C'est un écart qu'on retrouve de manière assez générale, plus ou moins important en fonction des niveaux de mortalité et des sociétés. Toujours est-il qu'on a un peu plus de femmes que d'hommes dans la population des personnes âgées. Et c'est particulièrement le cas en Afrique australe du fait de l'épidémie de VIH, qui certes s'est fortement féminisée, mais les femmes ont toujours malgré le fait qu'elles soient assez importantes, majoritaires maintenant même parmi les personnes vivant avec le VIH, elles survivent aussi plus longtemps que les hommes, et donc on a un écart relativement important qu'on retrouve chez les plus âgés. On a une population beaucoup plus féminine chez les plus âgés dans l'Afrique australe. Alors bien sûr, ça vous montre un petit peu les tendances générales par région pour pouvoir un peu synthétiser les choses. On sait aussi, on a tendance à penser que c'est surtout la population rurale qui est un peu plus âgée. C'est vrai qu'en proportion, on va dénombrer quasiment dans toutes les régions africaines un peu plus de personnes âgées en milieu rural par rapport au milieu urbain, mais ce n'est pas forcément un écart très massif. Et surtout, même en Afrique du Nord, on compte un peu plus de personnes âgées en milieu urbain. Donc, c'est lié à des effets à la fois de différence de la mortalité entre milieu urbain et rural. Donc, un milieu urbain qui peut être plus favorable à une espérance de vie allongée. Toujours est-il que c'est aussi débattu dans certains pays. Et aussi aux effets des migrations. Donc, ce n'est pas évident. On a quand même un petit peu plus de personnes âgées en milieu rural, mais ce n'est pas non plus si massif que ça. Et puis, le graphique à gauche, qui n'est peut-être pas forcément évident pour vous à lire, c'est juste les différences qu'on peut trouver de proportion de plus âgés dans la population totale. Alors, c'est des statistiques des Nations Unies qui englobent aussi l'île Maurice, la Réunion, etc., où là, on va trouver Sainte-Hélène, les proportions les plus âgées, mais les plus importantes, mais par exemple en Tunisie, on trouve quand même des proportions qui sont proches de 15% de population plus de 60 ans, versus des pays comme la Zambie, le Tchad, l'Ouganda, le Mali, où on est en dessous de 5%. Voilà, donc cet éclairage va vous permettre de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que, en termes de politique de protection sociale, tous les pays ne sont pas au même niveau. Et donc, je vais laisser la parole à Jasmine. Oui, merci. Le premier enjeu en matière de politique de protection sociale en Afrique, nous sommes basés sur une revue de littérature, des articles et des rapports nationaux, des organismes nationaux et internationaux. Nous avons également effectué des analyses sur 6 pays, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et le Kenya. Et en matière de protection sociale en Afrique, nous avons que le continent africain affiche le plus faible taux de couverture sociale lorsqu'on prend en compte les systèmes de protection sociale, de retraite et de couverture maladie. Et la part des personnes âgées qui perçoivent une pension retraite en Afrique est autour de 27% pour l'ensemble du continent, soit 37% pour l'Afrique du Nord et entre 17 et 19% pour l'Afrique subsaharienne.
Et en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne en général, constatons que c'est en Afrique australe que l'on a généralement un taux de couverture au-dessus de 20%. En Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest, le taux de couverture est généralement en deçà de 20%. Ce faible taux de couverture sociale est généralement dû au modèle de protection sociale choisi par les États. Notamment, il existe deux principaux modèles sur le continent. Le modèle bismarckien, qui est basé sur une logique contributive. Il faut contribuer à sa protection sociale. La protection sociale est fondée sur le travail et sur la capacité de l'individu à s'offrir des droits grâce à son activité professionnelle. Le second modèle est le modèle beveridgien, qui est plutôt basé sur une logique non contributive. Les prestations sont versées aux individus qui ont le plus besoin. Ce modèle est plus tourné vers l'universalité de la protection sociale et est généralement financé par les systèmes fiscaux de ces pays-là. En Afrique, nous constatons que c'est le modèle bismarckien qui est le plus représentatif dans les différents pays, essentiellement en Afrique francophone. Or, ce système est le plus représentatif dans un milieu où plus de 82% des acteurs du système d'emploi sont dans le secteur informel. Les pensions sont financées par des cotisations des travailleurs actuels. Le principal souci de la protection des systèmes de retraite en Afrique est qu'il est ancien et il est inadapté. Les pensions sont financées par des cotisations des travailleurs actuels. Le système de base avait été pensé avec des espérances de vie très faibles et le système pensait pouvoir payer des prestations sociales et payer plus de prestations sociales que de cotisations. Mais au fil des années, on a l'accroissement du secteur informel et l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui fait que les bénéficiaires des pensions retraite touchent parfois 6 à 5 années supplémentaires de leur cotisation estimée. Cette augmentation de personnes âgées, de personnes devant recevoir une pension retraite a permis aux différents États de penser à relever l'âge de départ à la retraite dans plusieurs pays. Et pour bénéficier de la pension retraite, il faut généralement avoir 60 ans sur le continent, avoir cotisé en moyenne 10 ans et être à jour dans ses cotisations, sociales le long de sa carrière. Il est donc impératif aujourd'hui, dans un contexte où 90% des 345 régimes de protection sociale existants au Cameroun sont contributifs, dans un environnement où 82% de l'emploi relève du secteur informel. La prédominance du secteur informel ici reste le principal obstacle de ces systèmes de protection sociale. Il est nécessaire de changer de paradigme. On ne peut plus faire dépendre le développement de la protection sociale sur le système formel, alors qu'en réalité, c'est l'emploi informel qui domine le marché du travail. Et pour ce faire, il faut innover pour dépasser l'obstacle de l'informel. Ceci passe par la nécessité de questionner autrement les systèmes de protection sociale. Comment inciter les travailleurs indépendants et les salariés du secteur informel qui sont les plus représentatifs à cotiser? Ceci passe notamment par l'articulation des dispositifs universalistes avec des dispositifs d'assistance plus ciblés vers des populations les plus vulnérables et des innovations technologiques, par exemple le recours à la téléphonie mobile, tel que c'est le cas au Cameroun, au Togo et au Kenya, qui permettent l'immatriculation des personnes âgées et qui permettent parfois de recevoir des pensions retraite. Pour ce qui est du Ghana, quelques exemples de ces innovations qui ont été mises sur pied dans certains pays. Nous avons constaté qu'au Ghana, on a une cumulation des systèmes obligatoires et volontaires de protection sociale pour pouvoir avoir une large partie de la population couverte. Également au Nigeria. En Tunisie, par contre, l'accent est mis sur la protection sociale des femmes en zone rurale, qu'elles sont les plus représentatives et les moins couvertes par les systèmes de protection sociale.
si uniquement 15%, moins de 15% en général des personnes âgées sont couvertes par des systèmes de protection sociale, quel est donc le sort réservé aux personnes qui ne reçoivent pas de pension retraite? Ils se retournent vers leur famille et nous constatons qu'il y a un affaiblissement des solidarités familiales et l'émergence des actions associatives en faveur des personnes âgées. Le second moyen de vivre sa retraite est de préparer soi-même cette retraite à travers des logiques d'investissement ou alors le maintien en activité. Sur les systèmes de protection, systèmes de retraite en Afrique, disons que le système de protection en Afrique, la soutenabilité d'un système de protection et le choix de son développement dépend essentiellement de 5 facteurs. La situation économique du pays, la situation du marché du travail, la situation démographique, la gouvernance du système de protection sociale et l'intérêt politique du gouvernement en place. Tous ces 5 éléments cumulés ont permis, par exemple, au Cap-Vert d'atteindre aujourd'hui l'un des niveaux les plus élevés de protection sociale en Afrique. Ceci est essentiellement dû à l'affiliation obligatoire de tous les travailleurs indépendants et l'accumulation des systèmes à la fois contributifs et non contributifs pour l'ensemble de sa population. Nous pouvons faire quelques recommandations pour les systèmes de retraite existants actuellement. Nous pensons que si l'on rend obligatoire l'affiliation des travailleurs du secteur informel, on pourrait augmenter l'assiette de cotisation et de prestations des systèmes de protection sociale actuels. Il faudrait également élargir la couverture aux femmes en milieu rural, accorder une plus grande attention à la répression des délits financiers qui privent les gouvernements des revenus dont ont besoin le système de protection sociale. Il faudra également mettre sur pied des systèmes de contrôle des systèmes de protection déjà existants, car il existe beaucoup de fraudes dans ces systèmes de protection-là. Pour accompagner les systèmes de protection, les États généralement ont mis sur pied des politiques sociales qui vont permettre de réduire le niveau d'exposition ou de vulnérabilité de leur population, notamment les politiques de logement. Mais nous constatons que ces politiques de logement ne sont pas spécifiquement accordées ne sont pas spécifiquement destinées aux personnes âgées. Elles sont généralement prises en compte dans un groupe appelé groupe vulnérable ou alors des populations pauvres. Ceci s'explique essentiellement par la cohabitation intergénérationnelle qui reste importante et indispensable à la prise en charge des personnes vieillissantes en Afrique. La seconde politique est la politique de cash transfert, qui permet ici d'accorder un minimum vital aux personnes âgées, tant des milieux urbains que des milieux ruraux, mais essentiellement des milieux ruraux, car c'est dans ces milieux que les personnes âgées sont les plus exposées et les plus vulnérables. Le système est essentiellement répandu en Afrique du Sud, où il permet aux personnes âgées d'avoir une aide approximative de 62 € par mois leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Le dernier aspect de politique est celui de l'accès, et l'un des plus importants est celui de l'accès aux soins de santé. Les systèmes de santé en Afrique restent insuffisants pour répondre aux besoins de la population. Les couvertures sociales en général ne prennent pas en compte les besoins sanitaires de personnes âgées, excepté au Cap-Vert où en fait le droit à une pension retraite donne accès à une assistante médicale. Mais des pays en fonction de leur niveau économique, de leurs besoins et de leur politique sociale, ont mis sur pied des politiques permettant de faciliter l'accès de leur population aux soins de santé, notamment au Burkina, au Ghana et au Nigeria, où des systèmes d'assurance maladie sont mis sur pied. Au Burundi, nous avons également la mutuelle qui développe un réseau de pharmacies conventionnées dans les zones périphériques afin d'assurer un service au-delà des zones de forte densité de population. Au Maroc, la mutuelle du personnel des administrations publiques finance avec l'aide des partenaires et d'un service hospitalier itinérant pour assurer la prestation de chirurgie. Au Sénégal, nous avons constaté qu'il y a également le plan Sésame qui permet aux populations âgées sénégalaises d'avoir un accès gratuit aux soins de santé.
Les politiques d'accès aux soins de santé, les politiques d'accès aux soins de santé font essentiellement face aux problèmes de financement. En effet, le système de santé actuel en Afrique reste très peu financé. L'OMS recommande en général d'investir approximativement autour de 15% du taux du PIB au système de santé, mais en général, ce que l'on constate, c'est qu'en fait, moins de 5% du PIB, généralement des États africains, est consacré au système de santé. Ce faible taux d'investissement au système de santé ne permet donc pas d'accorder des soins de santé aux populations âgées. Nous avons parlé précédemment du plan Sésame au Sénégal, qui est un plan qui a été mis sur pied en 2006, permettant l'accès gratuit aux soins de santé à l'ensemble des populations, personnes âgées sénégalaises. Au Mali, on a une carte prioritaire avec 50% de réduction de frais de consultation. Mais malheureusement, il existe peu d'évaluation de ces systèmes, de ce type de politique. Nous avons cependant constaté que ces politiques font face à un problème de financement, notamment au Sénégal. De base, le système était fait pour pouvoir donner accès à toutes les personnes âgées à un soin de santé, mais il fallait se présenter dans un hôpital, avoir des soins gratuits, et l'État sénégalais devrait en principe, à la fin des soins, payer des prestations. Mais le retard de prestations fait en sorte que le système ne parvient pas à se maintenir en place. Nous avons également le manque de connaissances sur la situation sanitaire de personnes âgées. Très peu d'études sont menées sur la situation sanitaire de personnes âgées, et on ne connaît pas avec exactitude les estimations de mortalité dans ce groupe de population-là. Le deuxième enjeu de vieillissement sur les enjeux sanitaires, je te laisse la parole, Géraldine. Merci Jasmine, effectivement. Donc on va enchaîner directement. Donc on proposait que Jasmine termine sur la question des politiques de santé pour vous montrer en fait quels étaient les enjeux en termes de mesures, parce que si on veut évaluer ces politiques et puis voir si elles sont efficaces, et puis ensuite dans le suivi aussi à l'interne, on fait face à un vrai problème, notamment sur les questions de santé, parce qu'on a très peu de données pour estimer ne serait-ce que la mortalité des personnes âgées, qui est très mal connue, en particulier en Afrique. Alors, parce qu'il y a un besoin de données statistiques, et donc au niveau de la statistique publique, on a des difficultés de complétude, par exemple, à l'état civil. Donc, un des points que je voulais vous montrer, ici, c'est une carte qui a été produite par les Nations Unies en 2021, donc ça date un petit peu, mais ça vous donne quand même un petit peu la situation un peu en termes de déficit de statistiques. Donc ici, c'est une carte qui vous donne la couverture d'enregistrement des décès dans tous les pays du monde, avec une couverture qui est plus faible, en particulier donc en Afrique et puis en Asie aussi. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de pays encore en Afrique où on n'a pas du tout on n'a pas de système d'état civil qui permettent d'enregistrer les décès. Et la situation est encore pire, si je peux dire, si on regarde les décès par cause, si on veut des informations sur de quoi les gens meurent, pour aussi orienter un peu les politiques de santé, avoir des politiques de santé ciblées sur les problèmes de santé de ces populations. Là, à part quelques pays, en particulier l'Afrique du Sud, on a très peu d'informations sur les statistiques de cause de décès, de manière générale dans la population, et donc c'est la situation encore plus déficitaire pour les personnes âgées. Donc, si je reviens sur les données qu'on a pour travailler sur la mesure de l'état de santé des personnes âgées, donc il n'y a pas que l'état civil, on a aussi des enquêtes nationales comme les recensements, ou les EDS, ce sont les grandes enquêtes démographiques et de santé que beaucoup de gens connaissent, parce que c'est le producteur principal des indicateurs qu'on a pour mesurer le développement, enfin les indicateurs du développement durable, en particulier au niveau démographique et sanitaire. Donc, ce sont des enquêtes par sondage qu'on pose à un échantillon de ménages, et on pose des questions essentiellement auprès de femmes sur les enfants, et donc on a surtout des informations sur la santé de la mère et de l'enfant. Donc, ce ne sont pas
des données qui sont spécifiquement tournées vers des problèmes de santé ou des populations type les personnes âgées. Et puis, on a des problèmes aussi de qualité d'information, notamment quand on regarde des données de recensement sur la qualité des âges, la qualité de l'information qui est recueillie, par exemple, sur les décès des 12 derniers mois du ménage. Et puis, enfin, un problème de régularité, parce qu'un recensement ne se fait pas très régulièrement. Donc, entre deux recensements, on a très peu d'informations. Donc, l'objectif de ce deuxième volet du projet de partenariat avec l'AFD, entre l'AFD et l'INED, c'était de faire le point sur les statistiques sanitaires existantes sur les personnes âgées en Afrique, cette fois subsaharienne, parce que c'était essentiellement en Afrique subsaharienne, au sud du Sahara, qu'on a des problèmes particuliers en termes de données et d'enquêtes. Donc, c'est sur ce volet-là que Karim Ouattara de l'ISSP a travaillé durant 6 mois. Donc, la méthode proposée, c'était de faire un examen, donc une revue de littérature, en examinant de manière systématique les travaux scientifiques sur la santé et la mortalité des personnes âgées. Alors, on s'est donné quand même une période de temps, hein, donc sur une période relativement récente, entre 2018 et mai 2023, sachant qu'entre-temps, il y a quand même eu la crise du Covid et qu'on peut imaginer qu'avec le Covid, il y a eu un intérêt quand même pour la question de la santé et de la mortalité des personnes âgées. Et donc, ça a pu aussi impacter un petit peu sur l'information qu'on a pu avoir. Donc, pour cela, donc Karim a travaillé à partir des bases PubMed et Google Scholar, en identifiant avec une série de mots-clés. Donc, on a utilisé à la fois en français et en anglais, statistiques, santé, mortalité, personnes âgées, il manque le terme âgé, vieillissement, Afrique et Afrique subsaharienne, et donc leur équivalent en anglais. Et les critères d'inclusion, c'était donc de retenir des études quantitatives ou mixtes, donc pas d'études spécifiquement qualitatives, parce que là, on en a beaucoup, mais ça ne donne pas forcément… c'est un peu plus difficile pour nous d'utiliser ça comme des données de statistiques sanitaires, et qui ont pu mobiliser des sources locales ou nationales qui provenaient soit d'institutions académiques, soit d'institutions type Instituts nationaux de statistique, donc avec une envergure relativement nationale ou internationale pour certaines enquêtes qui sont faites au niveau international. Et donc, on a aussi utilisé des sites ressources supplémentaires, donc DHS, donc les enquêtes EDS dont je vous parlais, qui est producteur de beaucoup de données, INDEPS, qui est un réseau fédérant des suivis de population locale, qui est un producteur important de données sanitaires en Afrique aujourd'hui, et puis des catalogues d'enquêtes type IREDA, Demosap, qui sont des projets qui ont été menés à l'IRD ou à l'INED, l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale, l'OMS, etc. Donc, au final, pour pouvoir résumer un petit peu l'ensemble de cette recension, a donné lieu à l'identification de 132 études sur la période, depuis 2018. Et donc, sur ces 132 études, donc on les a classées ici en fonction du type de pays, enfin des pays, du nombre d'études et puis de la source de données. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une nette différence entre les pays anglophones et les pays francophones, puisque 109 études ont été recensées dans les pays anglophones et 23 études seulement dans les pays francophones, avec une prépondérance de certains pays, même en pays anglophones. Donc, on a par exemple le Ghana et l'Afrique du Sud, qui à eux seuls concentrent une grande partie des études qui ont été identifiées à partir de cette revue de littérature. Donc, je ne vais peut-être pas m'attarder sur ce diapo-là, je vais vous montrer juste la synthèse de ces 132 études et les leçons que cela nous a apportées. Donc, très clairement, on n'a pas une dispersion de ces études au niveau géographique, enfin une dispersion au sens positif, mais plutôt, c'est pas du tout étalé. Une forte concentration de ces études, donc les 2/3 finalement concernent le Ghana ou l'Afrique du Sud, donc qui sont extrêmement et massivement représentés. Donc quand on travaille et quand on fait quand on fait de la revue de littérature sur les personnes âgées en Afrique, sur la santé des personnes âgées en Afrique, essentiellement on travaille, on a des informations sur les personnes âgées qui vivent au Ghana et en Afrique du Sud. Et surtout, très faible présence d'études et de données sur les pays francophones. Et un petit peu quand même, un peu plus de la moitié, alors je ne sais pas si c'est l'effet de notre projet collaboration avec les CSP, mais quand même une identification de plus de la moitié parmi ces études francophones au Burkina Faso. Mais de fait, il y a effectivement un petit peu d'études qui ont été faites, une thèse qui a été menée il y a quelques années sur ces questions de vieillissement et de santé des personnes âgées. Donc, cette concentration spatiale, elle est en lien avec différents types les types de ressources qui sont mobilisées. Donc, au Ghana et en Afrique du Sud,
Donc, c'est 2 pays qui ont été, qui font partie des pays choisis par l'enquête internationale de l'OMS, Study on Global Aging and Adult Health, donc les enquêtes SAGE. Donc, ils sont des enquêtes qui ont été menées dans différents pays dans le monde. Hein, donc, il y a aussi la Russie, il y a le Brésil, je crois, en Amérique latine. Donc, il y a plusieurs pays, l'Inde. Et en Afrique, il y avait ces 2 pays, Ghana et Afrique du Sud. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont issues de cette enquête-là. Et puis, en Afrique du Sud, il y a une autre enquête, le Health and Aging in Africa Longitudinal Study in South Africa, qui est aussi une source de données très importante, en particulier parce que c'est une enquête longitudinale et qu'on peut voir aussi des évolutions au fil du temps. Donc, je vous parlais du réseau INDEPS tout à l'heure, mais le réseau INDEPS, c'est un réseau qui en fait fédère ce qu'on appelle en anglais des HDSS, les Health and Demographic Surveillance System. Donc, ce sont des suivis de population au niveau local. Et ces données-là, en général, sont des données qui permettent d'avoir des données, notamment en termes de cause de décès. Donc, qui sont assez précieuses dans des pays où il n'existe absolument aucune statistique sanitaire sur ces populations. Et puis, elles peuvent être le support d'enquêtes complémentaires spécifiques sur les personnes âgées. Et au final, bon, l'autre leçon aussi, c'est qu'on a très peu de sources qui sont issues de la statistique publique, finalement, en dehors, même du recensement un petit peu, mais c'est quand même globalement surtout des enquêtes menées par des institutions soit internationales, soit des institutions académiques qui ressortent de cette revue littérature. Et puis enfin, pour donner quand même un petit peu d'éléments sur le contenu de ces enquêtes-là, donc, elles couvrent des thématiques relativement différentes. Donc, il y a beaucoup de choses sur les questions de la couverture sociale, la qualité de vie. On en parlait tout à l'heure dans les enjeux majeurs sur la question de l'accès aux services de santé. Et puis, en termes de thématiques de santé spécifiquement, donc les troubles chroniques, psychologiques et cognitifs et fonctionnels sont les sujets essentiels de ces études. Donc ensuite, la deuxième partie de ce travail a été menée par Karim qui était directement basé à Ouagadougou, c'était de faire une enquête d'une étude menée sur le Burkina Faso plus spécifiquement, une étude minutieuse des sources. Donc en théorie, il y a beaucoup de données qui existent pour pouvoir traiter la question de la santé des personnes âgées. Donc ici, c'est 4 tableaux qui vous montrent donc des différentes sources de données à la fois qui proviennent des organismes de recherche. Donc ceux-là, on les connaît, c'est eux qui en général fournissent des données qui sont ensuite des papiers de recherche qui sont publiés dans la revue internationale. La statistique publique, donc en lien avec l'INSD, l'Institut national de statistique et de démographie du Burkina. Donc l'état civil qui est défaillant, donc on n'a pas de données d'état civil. Le recensement de population dont on a parlé, le DS. Et puis pour le Burkina Faso, il y a une enquête qui a été menée, donc financée au niveau international et en lien avec des institutions académiques, mais aussi en partenariat avec l'INSD, sur le Covid spécifiquement. Mais finalement, il y a eu assez peu de sources de données, enfin en tout cas identifiées spécifiquement au Covid, à part 2, en tout cas pour le Burkina, donc cette enquête RAMS, et puis aussi une enquête produite par le ministère de la Santé, qui serait une enquête de surveillance du Covid. Bon, ces enquêtes-là, en fait, ces sources de données, en théorie, elles pourraient donner des informations sur lesquelles on pourrait traiter. En pratique, ce qui s'est passé, donc sur le volet des sources de données nous, on connaît moins, qui sont des données administratives ou des données sanitaires. Donc, c'est les 2 blocs, des 2 tableaux de droite, la donnée sanitaire. Donc, on a un entrepôt de données sanitaires, la surveillance intégrée de la maladie de la riposte, surveillance rapide de la mortalité, surveillance rapide c'est aussi une surveillance de la mortalité, mais c'est une autre source de données. Surveillance du Covid et ensuite une plateforme One Health qui a été mise en place. Donc ça, c'est le ministère de la Santé. Et puis, parallèlement, d'autres données administratives qui pourraient donner lieu à des données, des statistiques sur la santé et la mortalité des personnes âgées, notamment via les systèmes de pension de retraite dont on a parlé, dont Jasmine vous a expliqué, même si elles ne peuvent pas, bien évidemment, couvrir l'ensemble du territoire. Donc, au-delà du fait qu'il y a des problèmes qu'on connaît, la question de l'incomplétude de ces informations, l'exhaustivité. Donc, on aura, par exemple, si on passe par les données sanitaires, on n'aura que des informations sur les gens qui sont passés par les structures de santé. Donc, bien évidemment, ça met de côté toutes les personnes qui ont pu être mises à côté et qui ne sont pas passées dans ces structures de santé. On a des problèmes de régularité, la qualité des données qu'on connaît, et puis aussi, beaucoup de ces données sont finalement pas spécifiques aux personnes âgées. En particulier, par exemple, la grande source de données des EDS dont je parlais tout à l'heure. Donc, finalement,
Sur le Burkina Faso, ce qui nous a interpellés, c'est que le projet au départ, c'était vraiment d'essayer de pouvoir, si je reviens sur la diapo d'avant, c'était pouvoir voir si on pouvait mobiliser des sources de données sanitaires ou administratives pour pouvoir les mettre au service de la production d'informations statistiques sur la santé des personnes âgées. Et la leçon de ce projet, c'est qu'en fait, ça n'a pas été possible pour beaucoup de raisons différentes. Finalement, en pratique, même si en théorie, on a beaucoup de sources, en pratique, ces données-là, elles ne sont pas exploitables ou exploitées. En premier lieu, beaucoup de données ne sont pas compilées dans une base, donc déjà, il n'y a pas de saisie d'informations, il y a encore beaucoup de registres papier ou de tableaux, mais qui sont peut-être des tableaux Excel, mais qui ne sont pas du tout pensés comme étant une base de données. Et puis, quand c'est une base de données, souvent, on n'a pas forcément l'information, ce qu'on appelle des variables ou des caractéristiques pour chaque individu, par exemple, pour pouvoir désagréger par âge. Donc, par exemple, on peut avoir une information sur une consultation médicale, mais à côté, on ne saura pas si c'est une personne, quel âge a cette personne, et ça ne sera pas forcément désagrégé même par grand groupe d'âge. Et donc, souvent, on a 25 ans et plus, ou la mention adulte, voire éventuellement, on peut avoir une mention personnes âgées sans savoir quel est le critère qui définit quelle est une personne âgée. Donc finalement, on l'a à ce niveau-là, même si on a une information qui est saisie et qu'à la base, l'information est certainement connue, on sait à peu près l'âge de la personne, au moins le grand groupe d'âge, cette information n'est pas collectée, enfin elle est perdue. Et puis enfin, même si les données sont collectées, éventuellement, le problème, c'est leur diffusion et leur accessibilité. Donc malgré, on va dire, la bonne intégration de l'ISSP dans le champ de la statistique quand même publique, les collaborations avec l'INSD, etc., ça n'a pas été possible de pouvoir avoir accès à ces données-là. Et donc, au final, ce qu'on voit, c'est que ces données, elles ne sont pas du tout produites ni même conservées à des fins d'études ou de recherche en dehors de la rédaction de rapports qui sont très sommaires. Donc, on était un peu frustrés à la fin de ce projet parce on aurait aimé pouvoir un petit peu plus travailler sur ces données-là, mais ça n'a pas été possible. Mais ce qui est une leçon en soi, pardon, je vais revenir sur ma diapo, pour vous donner un peu les recommandations donc, qui sont issues de ce projet-là. Donc, c'était que déjà de dire, voilà, en fait, on sait peu de choses, mais finalement, déjà, d'une part, il y a une information qui existe quand même dans les données, notamment administratives et sanitaires, qui mérite vraiment d'être consolidée parce qu'il y a déjà cette source-là. Et donc, pour cela, il faut promouvoir la collecte de données, mais à des fins de recherche et pas uniquement à des fins administratives, purement comptables. Il faut améliorer aussi la saisie des informations et leur exploitation. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une base de données? Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Pouvoir caractériser l'information à partir de variables type sexe, âge, peut-être lieu de résidence, des choses si on veut désagréger les informations en fonction des profils des personnes. Et puis aussi valoriser et consolider les actions de partage, de diffusion et de valorisation de ces données pour pouvoir les promouvoir en matière de recherche. Ensuite, le deuxième axe de recommandation, c'est celui de tenir compte des personnes âgées dans les données collectées. Donc, c'est, comme je disais tout à l'heure, revenir sur la considération que le fait que l'information par exemple, une consultation, c'est une information en soi, mais elle est intéressante aussi si on collecte des caractéristiques des individus par ailleurs. Donc, par exemple, le sexe, c'est une information que, a priori, tout le monde a en tête, donc de savoir si c'est un homme ou une femme qui est venu dans la structure de santé, mais un petit peu moins les groupes d'âge. Et donc, ça, c'est un point sur lequel il faut sensibiliser. Et puis aussi, produire des données un peu plus spécifiques, donc introduire des modules spécifiques sur ces personnes âgées dans les enquêtes nationales auprès des ménages pour pouvoir avoir plus d'informations. Enfin, d'un point de vue un petit peu peut-être global aussi, c'est appuyer en fait la recherche dans ce domaine pour les pays francophones en particulier. Donc, s'inspirer de l'expérience des pays anglophones, donc en promouvant certainement l'intégration dans des réseaux, les échanges, essayer de s'intégrer aussi dans les grands programmes internationaux type OMS. Pourquoi est-ce que c'est 2 pays anglophones qui ont été choisis? Donc, essayer d'élargir ces enquêtes sur le vieillissement aux pays francophones. Et enfin, financer la réalisation d'enquêtes représentatives au niveau national, mais qui seraient axées spécifiquement sur la santé des personnes âgées. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce deuxième volet de la présentation qu'on voulait vous montrer. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Serge.
Merci infiniment à vous deux, merci à Géraldine, merci à Jasmine et aussi merci directement à Karim pour les travaux qui ont été menés par vous deux sur ces enjeux à la fois de santé, de protection sociale, de retraite, de prise en charge au sens large par les politiques publiques des enjeux de vieillesse. Vous avez réussi le tour de force et je vous en remercie de tenir dans un temps contraint, alors que je sais, pour avoir travaillé à vos côtés et lu tous vos travaux en amont de la publication, qu'il y a encore énormément de détails, énormément d'analyses et de précisions qui figureront effectivement dans les travaux écrits que nous publierons. Bon, c'est la contrainte de l'exercice, mais vous y avez parfaitement fait face et je vous en remercie. Alors, les questions commencent à tomber, donc je les lis au fur et à mesure, mais je vais user de mon privilège, si je puis dire, pas de discutant, parce que je suis partie prenante à cette affaire, mais en tout cas peut-être de relever 2-3 questions qui me semblent importantes que vous trois, mais aussi les collègues, Cécile et Valérie, qui sont aussi là, pourraient relever. Donc, n'hésitez pas à lever le doigt pour parler. La première, c'est que j'aimerais soulever, c'est devant le constat qui est fait à propos de, comment dirais-je, de l'absence de données, de leur caractère incomplet, de leur caractère irrégulier, on sent une relative faible connaissance par les décideurs politiques de cet enjeu de vieillissement, masqué qu'il peut l'être par effectivement les enjeux d'un continent qui reste encore jeune et qui est préoccupé par la mise en place de politiques publiques de santé, d'éducation et d'emploi liées à cette jeunesse. Néanmoins, vous l'avez montré en termes de proportion, c'est un problème qui est émergent et qui ne cessera d'être de plus en plus émergent. Donc moi j'ai une question qui s'adresse à vous sur comment voyez-vous, et ça s'adresse aussi à nos collègues du Sud, Jasmine et Karim, comment voyez-vous la capacité de mobilisation des décideurs politiques à cette thématique émergence? Est-ce que vous sentez des intérêts, des frémissements, ou au contraire, est-ce que vous avez des éléments qui vous permettent de penser qu'il n'y a pas encore de maturité? Sachant que Jasmine a donné un contre-exemple sur lequel Cécile pourra parler aussi, qui est l'exemple du Cap-Vert, où effectivement il y a un pays où effectivement ces enjeux-là ont pu être pris en charge. Voilà, c'est la première question que je vous pose. N'hésitez pas à y répondre et à monter sur scène, chacun et chacune d'entre vous, si vous le souhaitez. Merci. Jasmine, lancez-vous. Oui. C'est moi? Oui, je dirais qu'en fait, la question du vieillissement intéresse aujourd'hui les États africains, parce que si on regarde ce qu'il fait en matière de politique, de configuration des organismes, notamment les ministères, on a des départements ministériels, des directions qui en principe sont dédiés à l'étude du vieillissement. Mais là, on constate qu'en général, ce sont plus des éléments qui existent sur le plan de la forme, qui sont issus du papier, si on peut le dire ainsi, mais qui en principe, en réalité, ne sont pas vraiment effectifs sur le terrain. Mais je pense que la prise de conscience du vieillissement en Afrique est désormais faite par les États. L'évolution démographique des différents pays contraint un peu les décideurs aujourd'hui à penser à ce groupe de personnes-là. Très bien, merci Jasmine.
Je mentionnais le Cap-Vert. Est-ce que Cécile, dont je rappelle donc Cécile Lefebvre, professeure à Paris-Cité, chercheuse à l'INED, sociologue et démographe, peut-être, Cécile qui a travaillé ou qui connaît bien le Cap-Vert, peut-être donner un petit peu plus de détails ou d'informations sur ce qui s'est passé dans ce pays pour voir un petit peu l'état d'avancement de ces enjeux de vieillissement. Ok, alors peut-être très rapidement pour satisfaire ton intérêt renouvelé pour ce qui se passe au Cap-Vert. Oui, alors pour aller dans le sens de Jasmine, c'est vrai que je pense que là maintenant, quasiment tous les pays africains ont pris conscience des dynamiques de vieillissement. Et en même temps, quand il y a des arbitrages à faire, il y a quand même un certain nombre d'Afrique centrale ou subsaharienne pour qui le pourcentage quand même de personnes âgées dans la population totale, vous l'avez vu, et reste faible. Donc, quand il y a des arbitrages à faire, bon, ça va être éventuellement pour d'autres catégories de la population. Et ce qui peut effectivement un peu modifier les paramètres dans la balance, c'est les choix politiques que Jasmine a aussi mentionné. Alors, le Cap-Vert, c'est un cas un petit peu particulier, peut-être difficilement transposable parce que c'est, comme vous le savez, c'est moins d'un demi-million d'habitants, c'est un ensemble d'îles, voilà, donc c'est pas forcément transposable facilement à d'autres pays, mais ce qui caractérise le Cap-Vert, c'est un choix continu depuis l'indépendance, enfin une politique continue de soutien aux politiques sociales, avec un maillage de travailleurs sociaux dans toutes les îles. Alors avec un modèle, là aussi on rejoint ce qu'a dit Jasmine, avec un modèle qui était basé sur un système contributif couvrant les fonctionnaires, les salariés des plus grandes entreprises. Et alors le Cap-Vert, avec l'appui de l'OIT, n'a pas remis en cause ça, mais a un petit peu acté qu'il fallait qu'il développe une sorte de mix et a mis en place un système de pension universelle, alors qui en fait n'est pas complètement universel, c'est-à-dire que les personnes qui reçoivent déjà une pension de retraite par un système contributif ne touchent pas cette pension universelle, mais tous les autres, oui. Donc, on arrive finalement à une universalité de la couverture ex post, même si ce n'est pas un dispositif universel ex ante. Voilà, mais là où je dis et tout en continuant à inciter quand même à développer le système contributif, donc en petit à petit développant des dispositifs pour que, par exemple, les pêcheurs s'affilient à une caisse de retraite. Et puis aussi, ce qui est intéressant dans le cas du Cap-Vert, c'est de lier accès notamment prix réduit, voire gratuité sur certains médicaments, en même temps que la couverture universelle de retraite. Enfin, cette association qui, je pense, est importante en Afrique, peut-être de couverture maladie en même temps qu'une pension de vieillesse. Voilà, je ne sais pas si j'étais très claire. Donc, à la fois, quand même, continuer à essayer de développer le système contributif tout en actant qu'il ne résoudra pas tout, il ne pourra pas se développer d'emblée comme ça, il ne couvrira pas tous les pans de la population, mais qu'il faut quand même viser assez vite à une couverture globale de toute la population. Et là où le Cap-Vert est assez caractéristique, c'est qu'effectivement, en quelques années, ils ont réussi, a priori, à toucher toute la population. Mais encore une fois, la population qui est quand même assez bien connue des services sociaux, il y a des assez bons registres, on identifie bien quelle est la population des personnes âgées, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres pays. Merci beaucoup, Cécile. Peut-être les autres collègues ont peut-être des éléments ou pas à rajouter, sinon je peux reprendre et peut-être poser ma deuxième question et après laisser la parole à la salle qui a déjà posé beaucoup de questions sur ces enjeux d'engagement, de connaissance ou de méconnaissance par les décideurs publics de ces enjeux. Non ? Alors, j'aurais peut-être moi une deuxième question qui est liée à celle-là et qui renvoie à une question précise du chat, c'est comment est-ce que la jeunesse
parce qu'on dit que le continent est un document jeune, comment est-ce que la jeunesse perçoit, est-ce que d'ailleurs elle perçoit ces enjeux de vieillissement et comment elle se positionne par rapport à ces enjeux de vieillissement, puisqu'il a été abordé à un moment donné la dimension intergénérationnelle, effectivement, de préparation des politiques sociales, de santé et autres des personnes âgées. Quelques éléments de réponse. Oui. Qui veut monter sur scène? Moi. Jasmine? Oui. Je dirais que la jeunesse perçoit ces enjeux de vieillissement parce que vous avez bien parlé des rapports intergénérationnels. C'est elle qui supporte en réalité le besoin de protection sociale de ceux qui ne reçoivent pas de pension retraite à l'heure actuelle. Il y a des besoins nutritionnels, des besoins de santé qui sont généralement supportés par ces jeunes actifs pour leurs parents, leurs grands-parents. Il y a des réseaux familiales qui se créent pour pouvoir supporter les besoins des personnes âgées. Je pense que la jeunesse est bien consciente de cette évolution du vieillissement et je disais, se prépare elle-même à sa manière, puisque si l'on parle des logiques d'investissement pour préparer la retraite, ça se prépare dès le jeune âge. C'est pas la retraite en principe. On devrait préparer sa retraite. Excusez la tautologie. Très bien, merci. Je vois que Valérie, voilà, ce que je n'ai pas encore présenté, qui est donc directrice de recherche à l'INED, collègue de proximité de Géraldine, donc, qui a activement aussi travaillé avec nous sur ce programme, a déjà répondu à une des questions, mais j'aimerais poursuivre l'investigation sur les différences liées aux espaces francophones et aux espaces anglophones. Donc Valérie nous livre par écrit déjà une réponse sur effectivement l'existence effectivement d'un programme de l'OMS sur lesquels le Ghana et l'Afrique du Sud ont été impliqués, sur lequel ces deux pays ont été impliqués. Est-ce qu'il n'y aurait-il pas d'autres raisons moins contingentes, mais qui tiennent par exemple aux traditions, entre guillemets, qui peuvent même remonter à la colonisation, par exemple, puisqu'on parle de modèles de protection sociale. Est-ce que Valérie, tu pourrais évoquer peut-être d'autres raisons possibles pour cette division ou ce gouffre entre les pays francophones et les pays anglophones? Oui, merci Serge. En fait, effectivement, on est dans des contextes très différents. Je pense que dans la production académique, sur les données quantitatives, c'est vraiment sur les données qu'on en revient. C'est-à-dire que à partir du moment où on n'a pas de données, on a été confronté nous-mêmes à ce problème. On ne peut pas produire de résultats en quelque sorte sans avoir les données en amont. Donc là, le verdict est relativement clair, mais c'est vrai que dans la présentation de Jasmine et dans le travail qu'elle a mené, on voit bien une différence de culture dans les systèmes de retraite mis en place et dans les systèmes de protection sociale qui renvoient à des divisions plus anciennes, comme tu le soulignes. Donc, c'est un élément qui est important, avec des modèles un petit peu différents et des traditions un petit peu différentes. Moi, j'avais envie d'apporter également un élément d'éclaircissement sur la question précédente, sur la jeunesse, parce qu'en fait, on parle de jeunesse en bloc, mais la jeunesse, il faut voir justement quels sont les réseaux familiaux dans lesquels elle s'inscrit, quelles sont les problématiques. Et c'est l'un des points que peut-être on peut souligner aujourd'hui, qui serait peut-être une différence entre la situation qu'on observe et puis celle qui existait il y a quelques années ou plus tard. C'est cette question de la mobilité très forte qui a fait que les réseaux familiaux sont aujourd'hui étendus sur ils impliquent des distances importantes et sur le fait que en fait ce qui va échapper en fait aux solidarités familiales, les moments peut-être où la jeunesse, on pourrait considérer de loin qu'elle ne fait pas
peut-être face à la situation comme de l'extérieur, on pourrait juger qu'elle devrait le faire. En pratique, c'est pas du tout ça qui se passe. En pratique, ce qui se passe, c'est que les personnes dans leurs réseaux familiaux ont conscience de la situation de leurs personnes âgées et que les choses sont faites de manière relativement proche peut-être de ce qu'il y a avant. En tout cas, on n'a pas d'éléments pour dire aller dans un sens ou dans un autre à ce niveau-là. Mais en revanche, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont exclues parfois de certains réseaux, qui sont exclus pour des raisons qui sont un petit peu nouvelles, comme par exemple les dynamiques des mariages et des séparations qui évoluent dans certains pays, dans certains contextes, comme par exemple le fait que par la migration, on s'exclut quelque part du réseau familial pour certains, pour d'autres moins. Donc en fait, il y a des tas de situations particulières qui font que certaines personnes se retrouvent à l'extérieur en fait de systèmes de soutien qui peuvent être par ailleurs très solides pour d'autres personnes. Voilà, je voulais juste apporter cette petite nuance. Merci beaucoup. Là, je vois un très grand nombre de questions et encore une autre question relative à la jeunesse, mais vous avez déjà répondu, mais qui est intéressante parce qu'elle montre les points de tension aussi qui peuvent être soulevés en disant la jeunesse a déjà un très grand nombre de problèmes à régler en termes d'accès à l'emploi, en termes d'accès à des soins de santé, accès à l'éducation et comment articuler ça avec l'émergence de ces enjeux du vieillissement. Donc, c'est quelque chose qui a l'air aussi d'être extrêmement bien perçu, en tout cas perçu comme un point important. Il y a eu juste peut-être aussi des questions qui me semblent intéressantes de poser autour de, puisque ça a été mentionné dans le papier de Jasmine, et là je le vois dans des questions, ça revient, c'est le poids, les perspectives que l'on peut attendre de l'engagement des organisations de la société civile dans la prise en charge des enjeux de vieillissement. Et Jasmine parlait d'actions associatives en faveur des personnes âgées. Et ça pose de façon plus large, et là je pose la question vraiment à tout le panel, ça pose aussi, semble-t-il, la question plus large de la répartition des efforts entre l'État et les engagements privés, fussent-ils des engagements associatifs. Là, de ce point de vue-là, comment voyez-vous les perspectives? Est-ce que vous voyez un engagement de l'État, un désengagement de l'État, les engagements des ONG, mais avec quelle capacité financière, etc. Comment voyez-vous ce problème ou cette articulation entre le public et le privé pour faire schématiquement? Je ferme mon micro et je laisse la parole. Je reprends la parole. En fait, je pense que les articulations de le secteur privé, les organisations les associations auront de plus en plus un rôle important dans les politiques de prise en charge, mais ils feront essentiellement face à un problème de financement, tant les besoins de personnes âgées sont importants. Ce n'est pas pour dire que l'État devrait se désengager, mais l'État devrait en principe repenser sa politique de protection sociale. Parce que si elle est repensée au niveau national avec de nouvelles politiques plus axées, plus réalistes, plus tournées vers le monde de l'emploi actuel, en Afrique, on pourra arriver à des systèmes de protection sociale permettant un épanouissement plus large de la population âgée. Et le rôle des associations reste également plus important parce qu'en fait, ce qu'on constate généralement en Afrique, c'est que le milieu rural, qui regroupe beaucoup plus de personnes, est le moins couvert par les systèmes de protection sociale classiques qui sont définis par les États. Or, les associations caritatives, associations pourraient
permettre un accès plus facile vers le milieu rural. Et les États devraient également décentraliser en fait leur système de protection sociale, comme cela a été fait au niveau du Cap-Vert. Au Cap-Vert, on constate par exemple que à chaque niveau, chaque niveau, on a une représentation de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui permet en fait de rapprocher les acteurs du secteur informel, les acteurs du marché de l'emploi à la notion de protection sociale et à l'importance de la protection sociale, tant pour les personnes âgées que pour les personnes qui sont actives aujourd'hui et qui deviendront âgées demain. Donc, je pense que les enjeux en matière de protection, tant publique que privée, vont aller de manière croissante au vu de tout ce qui précède. Géraldine, il me semble que j'ai vu une question qui était directement adressée. Peut-être y as-tu déjà répondu, comment dirais-je, par écrit, mais c'était une question sur, j'aimerais poser ma question à Géraldine en tant que journaliste. J'aimerais mener des enquêtes sur les données statistiques, sur les taux de mortalité en RDC. Quels outils techniques dois-je utiliser? J'ai entendu, vous avez parlé de Google Scholar. J'aimerais avoir un peu plus de précision là-dessus. Oui, alors je vais commencer par m'excuser parce que je n'arrive pas à répondre aux questions. Ça bug un petit peu ma connexion, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc, de manière générale, en fait, je l'ai répondu pour une autre question sur le RDC. Malheureusement, c'est un des pays qui questionne beaucoup en termes de croissance démographique aujourd'hui, une fécondité encore très forte, des problèmes de sécurité importants. Mais c'est aussi un des pays où on a très peu de données démographiques. Donc c'est typiquement un pays où on va se baser uniquement sur des estimations, des enquêtes, des recensements qui sont relativement anciens, sachant la dynamique forte de la population actuellement. Et donc, Google Scholar, bon, c'est un site comme Google de moteur de recherche, mais qui est dévoué aux questions, enfin aux recherches, à tout ce qui est production académique, on va dire. Mais si vous voulez travailler sur un pays en particulier et s'il n'y a pas très peu de données comme la RDC, nous, on se base essentiellement sur les estimations des Nations Unies, donc qui ont des révisions régulières de tous les indicateurs démographiques, donc type la population, le rapport de masculinité, la fécondité, la mortalité, etc. Et donc, c'est consultable sur leur site directement. Et donc, vous avez des estimations pour l'ensemble des pays du monde. Donc, c'est plutôt vers là que je vous orienterai, surtout si vous n'avez pas du tout d'éléments, ça serait un peu difficile, je pense. Et je voulais peut-être, du coup, je me permets d'avoir la parole pour rebondir sur la question de la différence entre francophone et anglophone. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses différentes. Le premier point aussi qu'on n'a peut-être pas rappelé, mais c'était un petit peu l'introduction, c'est que tous les pays ne sont pas au même stade de la transition démographique. Donc, on a un vieillissement qui est quand même plus avancé dans certains pays, qui sont essentiellement des pays anglophones. On n'a pas parlé du Cap-Vert, qui est un petit peu particulier, mais concrètement, il y a quand même un peu une population encore très jeune en Afrique de l'Ouest et centrale versus d'autres régions. Et il y a aussi un point qui est vraiment important, mais qui n'est pas lié seulement à la question de la protection sociale, c'est un point plutôt de visibilité, on va dire, de la recherche francophone au sein du réseau, enfin de la recherche internationale, avec quand même une plus forte présence des recherches qui sont menées en milieu anglophone, plus grande capacité de publier et puis de publier dans des revues avec un impact assez important, peut-être qui fait qu'on a une moindre visibilité aussi de nos travaux de manière générale. Je m'inclus aussi parce qu'on travaille, on fait partie des personnes qui publient aussi sur le monde francophone. Et donc, c'est peut-être ça aussi qui explique un peu une moins bonne assise et un moins bon positionnement dans les discussions internationales en termes de recherche de manière générale.
Merci beaucoup. Peut-être une question aussi que je résume parce que je l'ai vu apparaître 2 fois ou 3 fois dans le flow et des questions et du chat, même si je redonne le conseil de passer par les questions, sinon on a un petit peu des questions éclatées sur deux sites. Mais c'est la question de la prise en charge ou de la considération du vieillissement selon que l'on est en milieu rural ou en milieu urbain, et en quoi cette division, cette différenciation peut être pensée ou pas, elle peut bloquer ou pas la mise en place de politiques publiques spécifiques au vieillissement. Est-ce que c'est un gros enjeu? Et peut-être aussi de façon parallèle, la prise en charge peut-être différenciée des hommes et des femmes aussi, donc la dimension genre de ces politiques de vieillissement, est-ce qu'elle est aussi à l'ordre du jour dans la réflexion, dans la mise en perspective de ces enjeux de politique publique? Je vais répondre. Je pense moi qu'en fait, on devrait séparer en fait les politiques de prise de protection sociale de manière genrée, parce que tel qu'on a vu dans les données statistiques de Géraldine, on a un plus grand effectif de femmes âgées. On a un plus grand effectif de femmes âgées et elles sont donc les plus représentatives, elles sont de ce fait donc les plus représentatives et celles qui ont le plus besoin d'assistance. On ne devrait donc pas, dans ce sens-là, dire qu'en fait, on doit séparer les hommes et les femmes. Et lorsqu'on regarde, même quand on regarde les statistiques sur la couverture, elles sont certes les plus représentatives dans l'effectif des femmes âgées, mais elles sont les moins représentatives dans la proportion de personnes qui reçoivent une pension retraite. C'est pour ça qu'en fait, lorsque je parle d'élargir les systèmes de protection sociale en milieu rural, c'est là où elles sont les plus représentatives, mais elles n'ont pas accès en fait à des systèmes, à des pensions retraite. Je ne sais pas si Géraldine ou Cécile a un truc à ajouter. Peut-être juste ajouter un point. Il y avait eu un travail de Tom Brio qui avait publié plusieurs articles sur la question du vieillissement dans les pays africains. Brio, B-R-I-A-U-D. Et notamment, il avait travaillé un peu sur la situation des femmes âgées seules qui étaient parfois un peu, si elles ne bénéficiaient pas d'une solidarité familiale élargie, étaient un petit peu rejetées dans les villages et qui, à la ville, trouvaient éventuellement être un peu mieux prises en charge par des associations. Ce rôle des associations un peu d'accueil de jour en milieu urbain qu'a évoqué un petit peu Jasmine rapidement, je crois, dans le PowerPoint. Voilà, peut-être je renvoie à ces articles-là. Peut-être en lien aussi, j'ai une question là qui s'adresse à tout le panel et dont on n'a pas encore eu l'occasion de parler dans nos travaux préparatoires à la publication du rapport. C'est une question purement technique. Est-ce qu'il existe dans les systèmes de retraite tels qu'ils existent encore, puisqu'on parle de genre, et que généralement les hommes meurent un peu plus avant que les femmes. Est-ce qu'il y a un système de pension de réversion, ce qu'on appelle les pensions de réversion ici en France, c'est-à-dire une retraite qui est versée à la veuve de la personne décédée? Ou est-ce qu'on est déjà dans un degré de sophistication je dirais que peut-être les systèmes en émergence n'ont pas encore pris en compte? Les systèmes actuels ont pris en compte cet aspect-là, Serge. C'est pris en compte. Oui, c'est pris en compte parce que lorsque la personne est décédée, si elle n'a pas elle recevait sa pension retraite, elle a une pension, le terme m'échappe, mais en principe, les ayants droit, notamment la veuve, elle peut continuer à recevoir un montant lié à cette pension-là. Très bien. Alors là, je vais faire peut-être une remarque parce que pardon, oui, Cécile, vas-y. Pardon.
Juste sur ce point, mais on retrouve la limite, enfin, il y a une pension de réversion quand on s'inscrit dans un système contributif, et donc là, on se trouve dans des logiques qu'on connaît, quoi. En fait, le mari décède et avait droit à une pension parce qu'il était, je sais pas, fonctionnaire ou salarié d'une grande entreprise. Là, il y a un système de pension de réversion. Mais sachant qu'une grande partie de la population suivant les pays ne sont pas couvertes, il n'y a pas de pension de réversion à suivre. Alors, je vais poser une question là parce que c'est une dimension anthropologique qui m'intéresse, que j'ai vu surgir à la fois, et je laisserai la parole à Karim, que j'ai vu surgir dans son étude, dans sa revue de littérature, en particulier sur le Burkina, et que j'ai vu aussi dans le fil des chats, mais j'arrive plus à le retrouver, mais j'ai vu le mot, c'est autour du mot sorcellerie. C'est-à-dire que, est-ce que tu peux, Karim, nous dire déjà quel était ce plan? Pourquoi ce plan a-t-il adressé particulièrement, ou en tout cas a-t-il mis dans son intitulé le mot sorcellerie, et à quoi cela renvoie-t-il dans le cas de la société burkinabé? Ok, merci bien Serge. Il faut dire que en Afrique, les personnes âgées, surtout les femmes, sont traitées donc de sorcellerie, en particulier au Burkina Faso, exemple, où lorsque une femme arrive à un certain âge, donc elle est directement prise en compte comme étant donc une sorcière en griffe. Donc, cela a amené le gouvernement à mettre en place en 2012 donc un plan de lutte contre la sorcellerie dirigé principalement vers les femmes. Donc, ces plans avaient pour but donc de vraiment réduire donc la considération donc des personnes âgées, des femmes âgées comme étant donc des sorcières donc dans la communauté. Donc, ces plans donc s'est fixé donc sur trois volets. Donc, il y a le volet communicationnel où il y avait un certain nombre d'actions donc mises en œuvre donc pour pouvoir amener donc à changer donc cette idée donc que la population donc avait envers donc les femmes âgées. Donc cela ça rejoint donc à ce que donc Jasmine donc disait en Afrique subsaharienne, donc il faut dire que les femmes âgées donc occupent vraiment une proportion vraiment très très élevée. Donc en plus donc de cela, donc elles font face donc à d'énormes difficultés donc par rapport donc aux hommes âgés. Donc d'où la mise en place donc des politiques donc de protection sociale donc en fonction donc du genre et en même temps en tenant compte donc du milieu donc de résidence, qu'on soit en milieu rural ou en milieu urbain, vu que le phénomène est vraiment très très développé en milieu rural. Merci beaucoup. Merci Karim. Je trouve que ces éclairages, en plus des réflexions qui sont présentées dans le rapport, que ce soit des réflexions d'ordre effectivement de politique publique, des réflexions démographiques, je trouve que cette dimension anthropologique me paraît tout à fait intéressante et tout à fait éclairante. Et je te remercie vraiment de l'avoir soulevé dans cette revue de littérature. Peut-être je laisse la parole, je vais redonner la parole à Géraldine qui va se faire le porte-parole, parce que malheureusement, je pense qu'on n'a pas de service de traduction, mais qui va peut-être se faire la porte-parole de travaux qui sont menés dans ce travail de recherche à une jeune collègue indienne. Mais Géraldine, je te laisse
peut-être présenter ou en tout cas discuter un peu ses travaux et sa contribution à notre recherche. Oui, alors justement, peut-être que ça fait le lien quand même avec ce dont on parlait juste avant, parce qu'en fait, il y a quand même une dimension genre qu'on n'a pas trop abordée dans cette présentation, qui était assez synthétique. De fait, alors, quand on regarde les personnes les plus âgées de plus de 60 ans, on n'a pas une prépondérance très massive des femmes par rapport au reste de la population, en dehors de l'Afrique australe. Mais quand on va aller regarder vers les plus de 80 ans, où on a une population beaucoup plus faible, mais effectivement, elle va être essentiellement féminine. Et surtout, comme tu l'as dit, Serge, en fait, de fait, les hommes meurent un peu plus jeunes que les femmes. Et du fait qu'il y a un écart d'âge qui peut être assez conséquent entre les hommes et les femmes, quand elles sont âgées, elles sont veuves, ce qui n'est pas le cas des hommes. Donc, elles ne sont pas dans la même situation sociale. Et de fait, ça accentue la vulnérabilité, d'autant plus si, en plus, derrière, il y a des interprétations sociales qu'on peut avoir autour de la question de la sorcellerie, etc., qui peuvent générer une vulnérabilité encore plus grande. Donc, un autre point de vulnérabilité sur lequel, en fait, Ritu, et pourquoi elle travaille, qui est indienne et qui travaille avec nous, elle mène une thèse actuellement sur la question de la pollution dans les ménages, dans les maisons, donc qu'on appelle la pollution domestique, et la santé cognitive et psychique des personnes âgées en Inde. Et donc, quand on a commencé ce projet à penser le vieillissement en Afrique, on s'est dit que ça serait très intéressant de pouvoir effectivement bénéficier de son expertise sur ce sujet-là, mais de l'appliquer au contexte africain pour savoir s'il y avait effectivement des situations un peu similaires, sachant que ce qui est important donc dans ces questions de pollution domestique, c'est surtout en fait la nature j'ai en tête le fuel, mais la nature des éléments qu'on utilise, enfin les combustibles qu'on utilise, pardon, pour pouvoir se chauffer, le cas échéant, mais surtout cuisiner, et qui sont exposés à ces pollutions, en particulier donc les femmes qui font les cuisines. Donc il y a dans les enquêtes ménages, on pose des questions sur les conditions de cuisson, par exemple, où est la cuisine dans la maison, est-ce qu'elle est à l'extérieur, est-ce qu'elle est dans la maison? Est-ce que la maison est ventilée à l'intérieur? Et quelle est la nature du combustible? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est du gaz? Donc, tous ces éléments-là permettent de pouvoir qualifier, en fait, si les gens, les répondants à ces enquêtes, utilisent des combustibles qui sont, on va dire, meilleurs pour leur santé et pour la planète que certains autres. Et donc, en fonction de ça, de regarder en fait si ça a un effet sur leur santé, notamment cognitive et psychique, donc l'anxiété, la dépression, et puis des limitations cognitives qu'ils pourraient avoir. Et donc, c'est tout l'objet du travail de Ritu, de faire ça. Donc, sur des données, vous imaginez, maintenant que si vous avez bien entendu, ça va être sur le Ghana et l'Afrique du Sud, puisque c'est les deux pays pour lesquels on a ce type de données, qui vont permettre de voir justement cet effet entre pollution et santé qui a été mis à jour sur d'autres populations, dans d'autres contextes. Mais là où c'est intéressant, c'est que justement, comme les hommes et les femmes ne sont pas du tout affectés de la même manière à ces pollutions domestiques, donc il y a des écarts, des interactions intéressantes donc à mettre en avant sur ces effets de pollution domestique et la santé des hommes et des femmes. Maybe, I don't know, Ritu, if you want to say a few words. Your mic is off. Sorry. Yes, I said I guess how much French I understood. You already explained every variable and everything about the objective of the study very well. So I think nothing is left for me. So I guess in short, we'll talk more about it when we have the results, hopefully in the coming months. Thank you very much. Juste pour rappeler que le travail de Ritu sera aussi mis en valeur dans les résultats et sera partagé dans le rapport et qui sera publié par l'AFD, comme je l'ai souligné, dans quelques semaines.
Alors, il nous reste à peu près 7 minutes. Nous avons peut-être 2 ou 3 questions encore que nous pouvons prendre, sachant que les questions qui restent en suspens, on les a, on va les garder et on essaiera de les revoir. En tout cas, elles pourront, ces questions, contribuer à affiner tel ou tel plan dans la rédaction finale du papier de recherche, hein, du rapport que l'on va faire. Donc, elles seront précieusement gardées et nous essaierons aussi dans la suite d'y répondre de façon plus individuelle. Peut-être une question plus générale pour finir, un peu plus académique, comme lorsque l'on finit une dissertation, on réouvre les perspectives. Donc, il y a une question plus générale qui est posée sur je cite, le système de prise en charge des personnes âgées dans le monde occidental peut-il être reproduit en Afrique? Et si oui ou sinon, pourquoi? Alors bon, je peux avoir une réponse, mais je peux vous laisser à chacune et à chacun des éléments déjà de réponse en guise de conclusion de vos interventions ou d'ajouter quelque chose que vous souhaiteriez rajouter. Je réponds à cette question. Est-ce que le système de prise en charge peut être reproduit en Afrique? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Ma réponse est un peu nuancée parce que, je l'ai dit dans ma présentation, on constate l'émergence des structures d'accueil de personnes âgées sur le continent, bien qu'à l'heure actuelle, on soit encore à un niveau d'accueil jour. Si on a déjà des structures d'accueil jour de personnes âgées sur le continent, c'est dit que peut-être, d'ici quelques années, on pourrait arriver à des accueils définitifs. C'est vrai qu'il y a des accueils définitifs, notamment au Cameroun, avec la maison Bethany, qui fait des accueils, des séjours définitifs tels que les EHPAD, avec tous les soins d'un EHPAD normal. Mais ces institutions seront essentiellement bloquées au niveau du culturel, puisqu'en fait, c'est pas très commun de séparer en fait la personne âgée de son milieu familial, de la retirer, parce qu'en fait, la mettre en maison de retraite, c'est un peu la retirer de son cercle familial. C'est pas une idéologie qui est très courue à l'heure actuelle, bien qu'on voit ça et là quelques structures qui émergent. Merci Jasmine. Qui prend la relève, ou la suite plutôt? Karim, est-ce que sur cette possibilité de voir le système reproduit, ou à quelles conditions, ou pas reproduit, et pourquoi? Moi aussi, je vais aborder un peu dans le même sens que Jasmine. Il faut dire que dans les pays occidentaux, l'avènement donc du vieillissement donc est arrivé au même moment donc avec cette mise en place donc des systèmes donc pour pouvoir les accompagner. Mais par contre en Afrique, bien que les personnes âgées en termes donc de proportion, donc ce n'est pas encore important, donc mais on remarque de façon générale que les pays africains ne sont pas encore préparés donc à ce phénomène donc de vieillissement. Donc il va falloir mettre en place donc plusieurs actions donc pour pouvoir arriver donc au même niveau avec les pays occidentaux. Mais dans un autre angle, on peut dire aussi que la mise en place donc du même système des pays occidentaux, donc il y aura un problème donc d'ordre sociologique. Par exemple, en Afrique, ce n'est pas évident de retirer une personne âgée donc de sa famille donc pour aller la mettre dans une maison d'accueil. Donc ce n'est pas évident.
peut-être ce qu'on peut viser actuellement, on voit avec les mutations sociales et économiques telles que la scolarisation, l'urbanisation, les nouvelles technologies de la communication. Donc, on voit un peu que les jeunes ont cette habitude d'aller dans les centres urbains travailler donc pour pouvoir prendre en charge donc les personnes âgées. Donc peut-être on pouvait donc revoir donc le système de transfert monétaire donc pour pouvoir aider donc à la prise en charge donc des personnes âgées donc qui restent donc au sein donc de leur communauté donc généralement en milieu rural. Peut-être on pourrait rediriger donc la réflexion vers les systèmes donc de transfert d'aide donc aux personnes âgées. Je pense que si on reproduit le même système, ça risque donc d'être un peu ça va faire face donc à des éléments d'ordre culturel. Merci Karim. Valérie, Cécile et Géraldine. Ouais, en fait, en Europe, déjà, on a des systèmes très différents les uns des autres. Et vraiment, le gros enjeu pour moi, c'est l'invention d'une nouvelle articulation des différents moyens qui, en fait, existent déjà ailleurs. D'ailleurs, pas seulement en Europe, mais peut-être aussi ailleurs. Je pense à l'Amérique du Sud, je pense à d'autres continents. Et pour faire face aux difficultés en fait de la mise en place de politiques publiques qui couvrent la totalité des besoins, des situations de vulnérabilité, et en particulier chez les personnes âgées, mais pas seulement. Et du coup, en fait, il y a quand même encore beaucoup de choses à inventer. Et pour moi, c'est vraiment pas, il n'y a pas de modèle idéal, même en Europe à l'heure actuelle, en quelque sorte. Donc, on n'a pas de raison d'aspirer directement à la reproduction de l'un de ces modèles, en quelque sorte. Voilà, je passe la parole. Cécile? Moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas ni un bon modèle, ni un modèle uniforme en Europe. Et puis, à la limite, même paradoxalement, on a un découpage très fort en France et en Europe sur troisième âge et quatrième âge. Et autant, voilà, sur troisième âge, on est sur l'autonomie de la personne, des pensions de retraite qui, même si elles sont faibles pour certaines, doivent quand même permettre de vivre de manière autonome. Et puis un quatrième âge sur lequel on fait reposer beaucoup de choses sur la famille et pas tellement sur l'État. Le financement quand même de la dépendance repose beaucoup sur les familles. Donc voilà, quelque chose un peu à complexifier quand même, voilà, mais plus sur les personnes âgées en général. Géraldine, avant peut-être de laisser le mot de clôture à Géraldine, moi je souhaiterais peut-être aussi rappeler la dimension historique de la matérialité, c'est-à-dire du socle matériel sur lequel, par exemple, en Europe, ont pu se construire ces systèmes, c'est-à-dire l'après-guerre, c'est-à-dire l'extraordinaire période de croissance économique liée à un modèle de développement dont on peut voir aujourd'hui que les aspects écologiques ou que les conséquences climatiques ne sont pas extraordinaires. Donc, au-delà, je pense que la réflexion sur ces politiques publiques en Afrique ne doit pas faire l'économie non plus d'un modèle de développement sur lequel s'appuieraient ces politiques publiques. Mais bon, ça c'est une remarque. Et je laisse maintenant Géraldine clôturer, comme elle l'a si bien inauguré, cette conférence de recherche. Bon, je n'avais pas prévu de mot de clôture, tu me prends un peu au dépourvu, mais non, en fait, juste peut-être pour dire, effectivement, tu as raison, on est quand même dans une amorce du vieillissement, donc pour certaines régions, on est encore à 5% de la population qui a plus de 60 ans, donc c'est sûr que pour les jeunes actuellement, ça paraît quand même
encore, c'est un enjeu qui est quand même en lien avec la question du développement que tu viens de dire sur l'essor économique. Ce dont on se rend compte, le bilan, moi je trouve, c'est que finalement, on pensait à un modèle où en fait il y aurait, les gens vont sortir de l'informel vers le formel, etc. On voit bien que ça a ses limites et que donc il y a d'autres modèles de développement économique qui peuvent certainement s'articuler par rapport à ce qui a pu se passer dans les autres pays. Il faut voir que les rythmes ne sont pas du tout les mêmes aussi du vieillissement. Donc, ça a été extrêmement rapide en Asie en particulier. Et ça le sera aussi en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord déjà et en Afrique subsaharienne. Et donc, l'adaptation de la société à ce vieillissement n'est pas du tout la même chose parce que les temporalités ne sont pas les mêmes. Donc, il faut aussi avoir ça en tête avec des changements dans la culture, dans la génération qui forcément doivent suivre aussi des changements très rapides. Donc, c'est ça qui est un peu complexe aussi il faut en tenir compte dans l'adaptabilité de ces modèles vers des contextes qui sont peut-être plus spécifiques. Et donc, c'est la question d'innovation qui a été bien mise en avant par Jasmine, Cécile et Valérie sur ces questions-là qui nous semblent être intéressantes à conserver. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On espère que ça a pu répondre enfin en tout cas un peu informer et donner des éléments, un peu de compréhension sur la situation actuelle et puis des réponses qu'on peut éventuellement donner à certains aspects des enjeux du vieillissement en Afrique. Merci Géraldine, merci à toutes et à toutes les collègues pour cette intervention d'aujourd'hui qui, je l'espère, et j'en suis même convaincu, nous donnera envie d'aller plus loin et on ira plus loin en pouvant lire dans quelques semaines le papier de recherche qui sera donc publié par l'AFD. Toutes les personnes qui se sont inscrites pour cette conférence de recherche recevront l'information dès que cette publication sera produite et sera diffusée. Encore une fois, merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.